nous allons parler de la rentrée, mais de la rentrée d'un point de vue un peu particulier. Nous sommes au mois de septembre, le mois justement du retour dans les classes des enfants, et nous avons décidé de parler des enfants autistes qui vont être scolarisés, et donc des familles aussi qui ont des enfants autistes. Et pour le faire, ce soir, je reçois Servane Desvillers, qui est la directrice du pôle autisme Paris de l'association Vivre et Devenir, une association qui a été fondée par des sœurs, par les sœurs de Marie Auxiliatrice, et qui donc œuvre dans ce domaine, celui de l'autisme. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelque chose de cette association, Servane? Et bonsoir. Bonsoir. Oui, alors Vivre et Devenir, c'est une association privée non lucrative, reconnue d'utilité publique. Elle a été créée il y a plus de 100 ans par cette congrégation. Aujourd'hui, la congrégation nous a confié la gestion, mais elles sont encore présentes, on verra, sous une autre forme. Et cette association, aujourd'hui, gère quand même plus de 50 établissements, services ou dispositifs innovants pour accompagner à peu près 4500 personnes qui ont divers soucis de santé, handicap, fragilité sociale. Un peu partout en France. Exactement. Et est-ce qu'il y a des centres qui sont particulièrement importants pour le nombre de personnes qui sont accueillies? Alors on a deux SSR qui sont des services des centres hospitaliers, donc on va accueillir énormément de patients, mais on a aussi des lieux de vie avec des personnes qui vont passer une grande partie de leur vie dans ces maisons avec nous. Et puis on a nos centres, donc comme le pôle que je dirige, qui sont des centres pour des enfants autistes, où là on accompagne dans un pôle plus de 130 enfants autistes par exemple. Et disons, quel est l'état des lieux de la scolarisation des enfants autistes en France en 2022? Alors déjà, il faut se rendre compte qu'un enfant autiste, l'expression de l'autisme va être très variée d'un enfant à l'autre. Quelquefois, ils vont même avoir d'autres troubles associés, parfois des déficiences aussi intellectuelles. Du coup, il ne peut pas y avoir un type de scolarisation pour les enfants autistes. Il faut créer plein de façons, plein de modalités pour accueillir ces enfants à l'école. Aujourd'hui, quand on voit l'état des lieux, il y avait beaucoup de retard, mais le dernier plan autisme qui se termine cette année s'est beaucoup investi pour créer des nouvelles modalités. Et ils ont créé, on sera à la fin de cette année scolaire, on aura 400 unités d'enseignement. C'est une nouvelle façon d'accueillir les enfants autistes à l'école. Ce sont des classes dans les écoles, avec en gros 7 à 10 enfants autistes. C'est soit des classes de niveau maternel, soit de niveau primaire. Et ils ont un enseignant dédié et une équipe de professionnels qui sont des équipes issues de nos associations, qui vont être des éducateurs, des psychologues, des orthophonistes, et qui vont intervenir pour cette classe. Et ces enfants vont être dans une école comme les autres enfants toute la journée. Et puis, ils auront des temps d'inclusion dans les classes de leur niveau. Et quels sont les effets, disons, de cette scolarisation sur l'enfant? Vous constatez, j'imagine, des améliorations. Alors, il y a des choses très positives. Par exemple, dans un de nos centres qui se situe en Normandie, ça fait longtemps que les enfants ont intégré l'école. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré. Ils sont même dans les centres de loisirs après l'école. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les enfants, comme tout le monde, font du mimétisme. Et on voit que nos enfants autistes ou handicapés, quand ils sont dans ces écoles avec d'autres enfants, et finalement, ça a un effet aussi très positif pour eux en tant qu'enfants handicapés. Et puis, ça a aussi un effet positif pour les autres enfants qui découvrent cette différence et qui finalement, je pense pour demain, sauront ce que c'est que l'autisme et sauront mieux les intégrer à la société. Oui, parce que peut-être je me trompe, mais j'ai un peu l'impression qu'il existe une forme de peur de parler de l'autisme et peut-être on n'en parle pas assez ou bien on n'en parle pas dans les bons termes. Alors, on n'en parle pas. Je pense que c'est compliqué parce que l'autisme, c'est quand même un trouble qui va toucher la communication et l'interaction sociale et le comportement. Donc, c'est vrai que c'est un handicap qui peut mettre mal à l'aise parce que l'enfant va pas nécessairement pouvoir parler. L'enfant va pas nécessairement vous regarder dans les yeux quand vous allez lui parler. Donc, c'est quelque chose qui déstabilise, je dirais, dans un premier contact, une personne qui n'est pas habituée. Et c'est pour ça que c'est très important que dès la maternelle, ces enfants soient dans les écoles parce que ça veut dire que tous nos enfants, demain, auront grandi avec ces enfants-là et c'est les adultes de demain. Et donc, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître l'autisme à tout le monde. Mais c'est aussi une façon de, peut-être je me trompe, mais de déghettoiser un petit peu les familles aussi qui ont des enfants autistes. Oui, je pense déghettoiser. Oui, c'est vrai aussi. Et puis, il y a aussi l'effet tout simplement pour les familles d'organisation. Ils ont envie que tous leurs enfants soient à la même école, comme tout le monde. Ils ont les frères et sœurs qui sont à l'école. Ils aimeraient que leur enfant autiste, lui aussi, soit à l'école. Et lui, il a envie d'aller à l'école comme ses frères et sœurs, en fait. Je pense normalement. Mais à votre avis, justement, vous pensez que l'État devrait faire plus au niveau de la scolarisation? Peut-être pas seulement des enfants
petits-enfants, mais aussi des plus grands. Alors l'État, il y a encore du travail, hein. L'État a beaucoup rattrapé le retard, mais on a quand même aujourd'hui, je crois, plus de la moitié des enfants qui sont en âge d'être scolarisés qui ne sont pas scolarisés. Donc il y a encore des choses à créer et tous les ans, on invente des nouvelles façons d'accueillir les enfants autistes à l'école. Et je pense que c'est ça la réponse, c'est qu'il n'y aura pas qu'une seule réponse, mais à chaque fois, il faut créer une nouvelle façon, il faut que l'école ait l'espace pour accueillir ces enfants, il faut former les professionnels, il faut aussi informer et sensibiliser les familles des autres enfants. C'est tout un travail d'acculturation qui, je pense, prend du temps. Et voilà, c'est un peu, chacun apprend à travailler et à se connaître, nous, nos équipes avec l'équipe de l'éducation nationale, et puis toute la vie de l'école qui est finalement un peu transformée par cette classe. Donc au début, ça, je pense, ça crée des bouleversements, mais ce qu'on voit, c'est que dans le temps, c'est quelque chose souvent de très positif pour tout le monde. Est-ce que votre association accompagne aussi les écoles éventuellement qui mettent en place des dispositifs d'accueil des enfants autistes? Oui, on accompagne de façon très différente. Ça va vraiment dépendre de l'enfant. Si l'enfant a besoin d'un accompagnement juste ponctuel pour l'aider à adapter un peu son environnement, mais qu'il est capable d'aller dans une classe ordinaire, on va juste intervenir quelques fois dans la semaine. Et peut aller plus loin avec ces classes où nos équipes vont vraiment être intégrées à l'équipe de l'école, c'est-à-dire qu'ils vont être toute la journée dans l'école avec les enfants. Donc on a des équipes qui sont dédiées à une classe et à une école. Et à part ce type d'intervention, que fait votre association? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une panoramique de ce que fait l'association, je rappelle, Vivre et Devenir? Alors, Vivre et Devenir, on a des structures qui vont être plutôt, on va dire, sanitaires, qui vont être des hôpitaux, des établissements aussi en psychiatrie. Et on a énormément aussi d'établissements et de services qui sont dédiés à des personnes handicapées. On va avoir beaucoup de structures dans l'autisme parce que c'est un vrai besoin en France et c'est quelque chose sur lequel l'association s'est beaucoup investie parce que c'est vraiment je dirais, les valeurs fondatrices de cette association d'aller là où il y a des besoins et d'oser trouver des idées nouvelles pour répondre aux besoins qui ne sont pas couverts par la société. Et l'autisme, il y avait beaucoup de choses à faire. Du coup, l'association s'est beaucoup investie dans l'autisme, mais on a aussi des centres avec des enfants polyhandicapés, on a des centres pour les enfants, des centres pour les adultes. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important parce qu'on manque crucialement de place pour les adultes, entre autres autistes en France. C'est souvent une grande source d'anxiété pour les familles quand l'enfant approche des 18 ans, des 20 ans, de quelle va être la solution qui s'offrira à lui après. Et les collectivités locales, les élus locaux sont plutôt collaboratifs avec votre association ou ils doivent faire avec naturellement les budgets, j'imagine. Donc ils ont peut-être quelques petites réticences. Je pense que quand vous dites élus locaux, je pense à Villepinte parce qu'on a un très grand établissement, une maison, un foyer pour des adultes handicapés où il y a vraiment des échanges avec la ville. Entre autres, au moment des élections municipales, les candidats sont venus dans notre centre, ont échangé parce que les personnes dans nos centres sont des citoyens, ils ont le droit de vote et ils ont leur mot à dire et ils sont quand même un certain nombre dans nos centres. Il y a eu un vrai échange. Et on les a écoutés et ils ont des choses qu'ils ont demandées qui ont été faites. Donc je trouve qu'il y a... Il y a eu une interaction. Il y a eu quelque chose et les élus ont été surpris finalement de la qualité des questions, de l'intérêt et se sont rendus compte qu'en fait ils avaient les mêmes besoins, les mêmes envies que tous les autres citoyens. C'est juste qu'ils ne se connaissaient pas en fait, tout simplement. Effectivement, parce que dans le pays où on parle souvent d'égalité, il faut ne pas oublier que les personnes autistes sont des citoyens comme tous les autres. Et je voudrais revenir un instant à votre association. Est-ce que vous pouvez justement nous dire qu'a fait cette congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice qui a fondé l'association il y a plus d'un siècle? Oui, plus d'un siècle. Alors elles ont, ce qui est assez extraordinaire, c'est elles ont toujours été, je trouve, très audacieuses et généreuses dans leurs projets. À chaque fois, elles ont créé des structures qui répondaient aux besoins de la société, là où elles sentaient qu'il y avait des besoins. Ça a commencé par des jeunes filles qui souffraient de la tuberculose. Et puis, quand on a réussi à mieux traiter... On parle de la fin du 1800, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Début 19e, il y avait des centres qu'elles ont créés. Elles ont accueilli des jeunes filles dont elles ont pris soin de leur santé et de leur éducation. Et puis, quand on a réussi à traiter mieux la tuberculose, elles ont été développées dans d'autres secteurs dont il y avait besoin. Et c'est là qu'elles sont arrivées dans le handicap. Et maintenant, elles ont encore un rôle dans l'association? Alors, elles ont plus une action directe. Aujourd'hui, elles nous ont confié la gestion, mais elles sont présentes au sein de la gouvernance. Elles interviennent et elles sont vraiment garantes des valeurs de l'association. Il y a une charte et on la connaît tous et elle nous inspire tous. Et dans les choix et les orientations de l'association, on est vraiment dans l'esprit de cette charte et elles veillent au grain. Et je pense même elles nous inspirent parce que leur audace, elle est toujours utile aujourd'hui.
Et pourriez-vous nous dire quelque chose aussi du village Saint-Michel, excusez-moi, c'est-à-dire ce centre qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, d'ailleurs pas très loin de RMC. Quelles activités vous faites là-bas? Alors, il y a énormément d'activités. Au départ, c'était un hôpital qui a été fermé. Et l'idée, ça a été de se dire, cet hôpital ne pourra plus fonctionner, mais restons quand même sur un lieu de sens et de soins. L'ancien hôpital Saint-Michel. Donc. Exactement. Okay. Et ils ont réfléchi à un projet pour garder du sens et du soin. Et ce projet est devenu ce village Saint-Michel qui accueille énormément d'établissements médico-sociaux, mais vraiment dans l'esprit d'une diversité. Ce n'est pas que notre association qui est présente. On y est avec nos centres autisme, avec un foyer de jeunes filles, mais il y a aussi l'Arche, OVE, et il en accueille des personnes âgées, des adultes handicapés, des enfants handicapés. L'idée est d'un village, d'un vivre ensemble. Et il y a aussi des logements sociaux dans les premiers étages des immeubles et des logements privatifs. Donc l'idée aussi de cette rencontre. De s'intégrer aussi dans la ville, parce qu'effectivement, le village Saint-Michel est au milieu du 15e arrondissement, et donc on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de spécial, de particulier, disons. Voilà, et on a des lieux de rencontre, on a une salle associative, donc l'idée était aussi que ça soit un lieu de rencontre de toutes ces différences, de toute cette diversité qui fait notre société. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques suggestions, quelques conseils ou quelques adresses aussi pour que les personnes et les familles qui ont besoin de se renseigner sur la scolarisation des enfants autistes ou en tout cas sur l'autisme un peu plus en général puissent trouver des informations, voilà. Alors, il y a un site, moi je trouve très bien fait, qui est Autisme Info Service, qui est vraiment très complet, avec la possibilité aussi de poser des questions, d'être appelé, de pouvoir avoir des informations. Il y a aussi entre autres un annuaire. C'est tout simple, mais quelquefois les parents sont en recherche de ressources et ça leur permet de trouver des ressources localement adaptées à leurs besoins. Il y a aussi des centres, ce qu'on appelle les centres ressources autisme. Chaque région en a un. L'Île-de-France, c'est le CRAIF. Et donc, c'est des centres vraiment qui vont aider les parents, les orienter, entre autres par rapport à tout ce qui va être dépistage. Voilà, pour pouvoir leur envoyer vers les bons centres, les bons professionnels. Voilà. Donc ça fait vraiment 2 ressources qui sont, je trouve, incontournables. Et il y a aussi, je dirais, aussi beaucoup d'associations de parents qui se sont investis pour faire bouger les choses dans l'autisme. Et ça, je pense qu'aussi pour les parents, d'être au contact de d'autres parents, c'est, je pense, quelque chose aussi d'important pour eux en termes d'entraide et de soutien. Et naturellement, il y a Vivre Devenir. Voulez-vous rappeler l'adresse, le site internet de votre association? Nous, c'est Vivre et Devenir. C'est tout simple. .fr, voilà. J'imagine. Parfait. Et non, c'est important parce que effectivement, quelles sont les requêtes que vous pouvez recevoir, par exemple, par les parents des enfants autistes? On a énormément de demandes d'accueil d'enfants et on n'a pas autant de places que de demandes. Donc, on a quand même beaucoup de demandes qui sont en liste d'attente. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. On a souvent des demandes de familles qui voudraient qu'on puisse héberger. Nous, dans notre pôle autisme, les enfants viennent à la journée. Et quelquefois, les parents voudraient qu'on puisse les prendre de temps en temps à dormir, que les parents puissent aussi avoir des petits moments de répit. Donc, c'est vrai qu'une sorte d'internat de semaine. Et on voit que voilà, c'est des enfants qui parfois demandent beaucoup d'énergie, de ressources aux parents. Et c'est vrai que nous, on aimerait pouvoir avoir cette solution de répit pour que les familles puissent recharger leur batterie et leur offrir au moins cette solution-là. Ça fait partie des choses qu'on souhaiterait vraiment avoir sur notre pôle à Paris.